Ah. Salut tout le monde, c'est l'été, et qu'est-ce qui revient avec l'été? Des Allemands rougeaux en chaussettes claquettes sur les plages. Oui, mais surtout les monstres de l'été. Et cette année, on va avoir le droit à un pot pourri, c'est le cas de le dire, de ce qui se fait de mieux en nanar, série B et autres navets. Et on va commencer cette saison avec le 3e film de la licence Tremors. Tremors 3 est un vidéofilm d'horreur états-unien sorti le 1er octobre 2001 aux États-Unis et le 9 octobre 2002 en France. Il a été réalisé par Brent Maddock, dont on a parlé dans le monstre de film sur Tremors 2, et qui concrètement a passé toute sa carrière à scénariser et produire les films et la série Tremors. Val est parti depuis longtemps, Earl est sûrement marié et riche depuis les événements du 2e film, et même si Burt doit aussi être pété de thunes, ça l'empêche pas de continuer à chasser des graboïdes. On le retrouve justement en Argentine avec une équipe de télé pour une démonstration de touillage de hurleurs. Et niveau équipement, il est chaud patate le Burt, parce que ça c'est pas un pistolet à peinture. Il y a comme un air de Starship Troopers un peu là, non ? Après avoir poussé la mélodie du tirailleur argentin, il retourne à Perfection, le berceau des graboïdes, devenu un peu plus prospère Youplaboum que dans le premier film, puisque les habitants vivent d'un tourisme généré par la curiosité des gens pour les vers géants. La fille de Chang a repris la boutique et vend des goodies à l'effigie des colosses rampants. Les BD doivent être vachement sympas, je pense. Et un nouveau venu, Jack Sawyer, arnaque les gens en leur faisant faire un safari complètement bidon, puisqu'il n'y a plus de graboïdes depuis 11 ans. Remarque, c'est plutôt bien organisé, parce qu'il fait semblant d'être en panne pendant que son pote Buffort simule la présence d'un graboïde. C'est super génial! J'ai noyé, calme-toi, c'est mon couteau! Elle a dû nous repérer à notre odeur! Oui, qu'elle ne chassait qu'avec leur oui! C'est ça que je voulais dire, avec leur oui! Dépêchons tout le monde, grimpez sur ce rocher! Allez, sautez! Et en plus, cet enfoiré, il leur fait payer les boissons. Alors c'est 3 $ la bière locale et 4,50 $ la bière importée. Oh, l'ordure. Cela dit, je pense pas que ce soit plus une arnaque que le tourisme à Paris. À part ça, rien n'a changé. Les habitants du premier film sont toujours là, Mindy, Miguel, Nancy, et Burt est très content de les retrouver. Qu'est-ce que tu fais construire? Juste une bricole. Un mur anti-graboïde souterrain de ma conception. Mais on les a pas vus depuis quand, hein? Ça fait combien de temps? 11 ans au moins. C'est pas une raison pour baisser la garde. Moi j'aurais plutôt dit, on sait jamais, ils peuvent faire une suite. Par contre, il est toujours aussi parano. Tu te sers du code barre maintenant? Tu sais qu'il y a des vicieux qui se servent de ce truc-là pour connaître toutes mes habitudes? Composez le code d'accès, sinon le programme de sécurité niveau 1 sera activé dans 10 secondes. Un peu plus tard, il fait connaissance avec Jack, qui l'envoie chier copieusement, mais avec qui il va devoir faire équipe, pour s'occuper des vilains graboïdes qui, comme nous le montre ce plan, sont de retour. L'un d'eux attaque Bufford, alors en discussion avec Mindy, et assure même le spectacle pour les touristes. Par chance, le groupe s'échappe et rentre à Perfection. Burt, qui a suivi l'activité de ces sismogrammes, fait sonner l'alarme en constatant la présence de 3 graboïdes. Il réunit tout le monde dans le magasin de Chang et organise un plan d'attaque. On les repère et on en fait de la chair à pâté. Simple et efficace. Comme dans le 2e film, il compte employer la technique de la petite voiture explosive pour tuer les bestiaux. Sauf qu'un membre du ministère de l'Environnement, sûrement un collègue de Walter Penn, un paléontologue et un membre du bureau des domaines l'en empêchent. Apparemment, c'est Nancy, la mère de Mindy, qui les a appelés, parce qu'elle pensait qu'il leur filerait un coup de main. J'impose donc un arrêt immédiat de la chasse aux graboïdes ici à Perfection Valley. Et en plus, ils veulent en ramener un vivant pour l'étudier. Vous le capturez et le transportez, mais avant de comprendre que c'est impossible, nous on sera bouffés et même digérés. Bref, Burt est en colère, donc il rentre se défouler sur une cible, mais la nuit venue, il reçoit la visite d'un graboïde qui se comporte curieusement. Bon, après je dis bizarre, c'est pas vraiment bizarre comme comportement. Une créature phallique qui se dresse comme ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Quoique ça a plus tendance à arriver le matin que le soir. Le lendemain, le mec de l'environnement lui présente le matériel avec lequel il compte endormir un graboïde. J'ai commandé un embout à titanium et un fusil qui sont beaucoup plus puissants que l'ancien. Ce à quoi Burt répond: Moi je fais avaler cette merguez au graboïde avec ceci qui ne coûte que 49,95 $. Nous voulons savoir ce que nous faisons. Trouvez quelque chose de simple et compliquez-le. Il a pas tort. Et sur ça, le paléontologue revient avec une découverte intéressante. Un œuf de graboïde. Je l'ai déjà daté au carbone. Les restes du jaune sont récents.
Mais la coquille, elle a plus de 300 ans. Eh bah ça en met du temps avec Laurent Graboïd, hein. Pendant ce temps, Burt retrouve Melvin, le petit con insupportable du premier film, passez-moi l'expression, qui est devenu un gros con de promoteur immobilier et qui veut faire construire à perfection. Mais leurs retrouvailles sont interrompues par un Graboïd qui gobe Burt. Ah plus de film, du coup? Mais... Houston, nous avons un problème. En fait, il a eu le temps de s'engouffrer dans un bidon au moment où la bestiole l'a avalé, donc il est toujours vivant. Mais entre le manque d'oxygène et l'odeur nauséabonde, il est pas joisse. Heureusement, Jack attire le verre avec les grelots attachés à son 4x4 et le mène jusqu'à la maison de Burt, où il se plante dans un mur en béton armé anti-graboïde. Par contre, il faut sortir Burt de là maintenant. Jack prend alors une tronçonneuse et ouvre la bestiole. Après une bonne douche, la traque des étrons souterrains reprend. Et cette fois, ils sont accompagnés de Miguel et de Jody. Mais plus de traces des gros vilains verts. Et c'est normal, parce qu'ils ont donné naissance à des hurleurs qui n'ont pas perdu de temps pour bouffer les 3 zouaves qui voulaient en capturer un. Ah bah non, il est vivant, lui. J'ai froid, même très... Eh ben, le mec il s'est tapé toute la route avec le dos lacéré. La vache. C'est bien la preuve que quand on veut, on peut. Comme les hurleurs se repèrent à la chaleur, Burt demande à Mindy et Nancy, restés dans la ville, de se cacher pendant que son groupe et lui traquent les vilains poulets qu'ils vont débusquer en utilisant les mêmes armes qu'eux. Mais El Blanco, le graboïde blanc qui a rendu visite à Burt la nuit d'avant, change un peu leur plan en défonçant une des voitures et en les forçant à se réfugier sur des rochers. Alors par contre, je me demande pourquoi ce graboïde est toujours là. Un albinos, sûrement. On avait une chèvre avant qu'il l'était aussi. Elle n'a jamais eu des chevreaux. Ah, il est stérile. Ouais, bah ça n'empêche qu'il est là. Et du coup, ils peuvent même pas demander de l'aide, parce que les talkie-walkies sont sur les voitures. Et c'est ça. Je l'ai vu une fois dans Mike Giver. Oui, je l'ai. Et grâce à une diversion de Mindy, ils attirent l'attention du monstre loin d'eux, leur laissant la possibilité de partir à pied avec le matériel et les armes. Arrivés à l'endroit où sont censés se trouver les hurleurs, il ne reste que des mues. Et c'est un petit peu plus loin, près des restes explosifs du pick-up de Burt. J'ai perdu mon fusil à pompe, mes 12 armes de poing. Et mes munitions. Qu'il découvre que les hurleurs deviennent autre chose. Il nous a repérés. Est-ce que ce truc vient de s'envoler en enflammant un de ses pets? Je crois. Donc, il s'envole en craquant une Louise et retombe en piqué diagonale sur le pauvre Miguel qui a cru bon de se séparer des autres. Un partout. Burt appelle Nancy et Mindy pour leur communiquer la triste information, mais elles ont mieux à faire pour l'instant, parce que l'un des péteurs volants est à leur trousse. Elles se planquent dans le magasin de Jody, mais c'est bien connu qu'on n'arrête pas les graboïdes avec des portes ou des murs. Franchement, je sais pas ce que c'est comme micro-ondes, hein, mais ça cuit vachement vite. En tout cas, ça leur permet de se cacher dans la chambre froide. Après avoir salué la mémoire de Miguel, les 3 chasseurs de pétomanes étudient justement un de ces oiseaux de mauvais augure. En gros, ils voient la chaleur comme leurs parents, transportent les fameux œufs de graboïdes et se propulsent dans les airs grâce à des liquides qui s'enflamment en se mélangeant. Ils décident alors d'aller chez Burt en se cachant avec un vieux matelas pour éviter que les oiseaux proutes ne voient leur chaleur. Ils y parviennent et se posent un moment dans l'armurerie du dingo. Jack et Jody échangent un semblant d'intérêt l'un pour l'autre, pendant que l'as de la gâchette essaie de contacter Mindy et Nancy. Sauf que le Père Noël descend du ciel. Comme la créature leur barre le chemin vers les armes, ils se réfugient dans une pièce de sûreté. Mais la bestiole est diplômée en soudure au fion, et se met en devoir de faire fondre la porte avec ses pets. Je veux qu'on prenne bien le temps d'encaisser cette phrase. Le graboïde volant essaie de faire fondre la porte avec son cul. J'adore mon boulot. Burt place un bidon d'essence près de la porte et fait tout péter.
Et c'est le moment que choisit Nancy pour lui dire qu'il suffit juste que ces machins mangent à se faire exploser le bide pour qu'ils soient sur le carreau. Dans l'idée, il avait toutes les rations possibles et imaginables pour les mettre HS. Que le Seigneur et Maître suprême me perce le cœur d'une telle ironie. Bref, pas le temps de pleurer, les 4 derniers pétocoptères se pointent en voyant la chaleur de l'explosion. Nos 3 héros tentent alors de s'échapper en faisant rouler le bateau de Burt, qui est protégé par une bâche, jusqu'au terrain du ferrailleur situé un peu plus loin. Ils y arrivent à peu près sans encombre, mais l'un d'eux les voit et avertit les autres. Alors, ils se planquent dans le merdier ambiant, qui va en fait leur être favorable. Ils commencent par en tuer un avec un frigo et un autre avec une explosion. Mais il leur faut un flingue. Alors ils fabriquent un patator qui tire des pointes en acier dont les flammes feront exploser les oiseaux chargés au méthane. Le premier tombe dans le panneau, mais pas con, le deuxième passe par le toit. Sauf qu'il se fait rapidement fumer. Par contre, l'explosion a fait péter une partie de l'abri où il se trouve. Et du coup, ça les met à la merci d'un 3e engin volant qui se jette sur Jack. J'ai rajouté le paix, je vous rassure. Burt et Jody prennent bien le temps d'allumer une pointe pendant que l'autre se bat comme il peut. Heureusement que le graboïde est rigide comme une banane laquée. Finalement, Burt l'embroche et la bête explose. Mais c'est pas encore fini, parce que El Blanco est de retour. Comment fait-il pour toujours savoir où je suis? Alors oui, Burt s'est vanté au début du film d'avoir une super montre qui fonctionne avec des ultrasons que personne peut entendre. Et ben en fait si, il y en a un qui peut les entendre. Enfin, il les perçoit. Ces coups de boule dans le préfabriqué font tomber Burt qui s'accroche au ressort d'un matelas. Et en plus de ça, un dernier cul qui pète se pointe. Non mais attends, là faut qu'on m'explique. Il y avait 8 hurleurs. Un hurleur donne naissance à une bestiole volante. Du coup il y a 8 bestioles volantes. Donc je récapitule, le premier est mort par balle, le deuxième est mort dans la maison de Burt, le troisième a été fait prisonnier par Mindy et Nancy, le quatrième est mort à coup de frigo, et les 5e, 6e, 7e et 8e ont explosé. Du coup il sort d'où lui? Enfin peu importe, parce que Jack lui colle la montre sur le dos et El Blanco l'avale, pensant que c'est Burt. Et voilà, tout le monde peut souffler, la menace est éradiquée. Pour l'instant. Nancy et Mindy exposent leur nouvelle attraction, Jack et Jody vont finir plus que partenaires financiers, et Burt la fout bien profond à Melvin puisqu'il doit annuler son projet immobilier à cause de la présence d'El Blanco qui appartient à une espèce protégée. Tremors c'était bien, Tremors 2 c'était bien, mais à partir du 3e film ça part méchamment en couille. À partir de ce film, la licence ne repose que sur Burt. C'est toujours un plaisir de le retrouver, mais le film tourne pas mal à vide quand même. L'humour fonctionne parfois, l'action est molle, les bestioles sont sèches comme des coups de trick, les animatroniques sont moins mobiles que dans les autres films. Point de vue mise en scène, on est sur du générique, et on sent qu'il a coûté que 6 millions de $, parce que les effets visuels sont quand même sacrément moches. Alors, cela dit, pour un vidéofilm, c'est pas si mal. Par contre, ça cafouille pas mal sur les graboïdes. Leur cycle de vie et d'évolution est quand même sacrément incohérent. Ils donnent naissance aux hurleurs plus vite, il y en a 6 au lieu de 3, il suffit d'une journée pour que les hurleurs deviennent des... Ah oui putain, ça aussi c'est quoi cette idée à la con, sérieux? La traduction du film leur donne plein de noms à la mort moelleux, mais en anglais ils sont appelés Ass Blasters. Alors la traduction de blaster, suivant les dictionnaires ou les sites, c'est un petit peu nébuleux, mais en gros on pourrait traduire ça par cul allumeur. Bon, ça n'empêche que c'est débile, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour le côté humour et ton un petit peu décalé, mais c'est vraiment dommage d'avoir aussi bien réussi la version terrestre pour se chier sur la version volante. Sans jeu de mots. Il manquait pas grand chose en plus, Ils auraient pu être toujours terrestres, mais peut-être un peu plus grands, ou même carrément avoir des yeux. Ou alors avoir des ailes, mais plus comme celles des chauves-souris. Ils se propulsent par le cul, non mais sérieux. Pour en revenir à ce que je disais, ils deviennent des Ass Blasters au bout d'une journée, alors que les graboïdes peuvent rester 300 ans dans leur œuf. Après, ce qui est sympa, dans le fait d'avoir toujours les mêmes gens à la prod, au scénar et à la réal, c'est que les histoires se suivent et évoluent, puisque là on connaît enfin tout le cycle de vie des graboïdes. Comme la production allait à l'économie, au passage le film a été tourné en 22 jours, certains plans de graboïdes ont été repris du premier film. Il n'y a qu'une tête qui a été fabriquée, d'ailleurs ils ont employé le même système du trou dans le sol pour les scènes où ils attaquent. Certaines marionnettes de hurleurs du deuxième film ont été utilisées pour la scène de début, et même s'ils sont majoritairement en images de synthèse, 2 maquettes d'Ass Blasters ont été fabriquées. Et c'est toujours ADI qui est aux commandes. Une réplique entière a été utilisée sans armature, notamment lors de la scène de fin, dans la gueule du graboïde,
graboïde, et c'est une armature manœuvrée par 2 opérateurs qui bougeaient la tête et les mâchoires au moyen de leviers, qui ont été employés pour la scène où il attaque le magasin de Jody. Et pour la scène où Jack découpe le graboïde, l'acteur s'est placé au-dessus d'un trou, duquel un opérateur lui balançait du sang à la tronche, et pour la scène suivante, ils ont ajouté la peau du graboïde avec la plaie ouverte, recouvert Michael Gross de bouillasse sanglante, et hop, le tour était joué. Ah tiens, si jamais vous vous êtes toujours demandé comment on tourne ce genre de scène, et ben voilà, vous demandez au caméraman de faire trembler la caméra pendant que l'acteur bouge. D'ailleurs, la tourelle de calibre 50 au début est une vraie tourelle de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, y a pas de thune pour les monstres, mais il y en a pour les flingues. Bon, en même temps, c'est les États-Unis, c'est logique. Musicalement, le film fait vraiment téléfilm. Dans le thème principal, j'ai eu l'impression d'entendre les mêmes trompettes que dans Carnosaur 3. Sinon, le film voit revenir une partie du casting original. Michael Gross, évidemment, qu'on reverra dans absolument toutes les suites, mais aussi Tony Gennaro, vu dans Le Masque de Zorro et Mon ami Joe. Charlotte Stewart, qui était Madame Biddle dans La Petite Maison dans la Prairie. Robert Jane a eu pas mal de rôles dans des téléfilms, et je pense que Tremors est plus ou moins ce qu'il a fait de plus connu. Et bien sûr, on retrouve Ariana Richards, la petite Lex de Jurassic Park, qui a vachement bien grandi, hein. Et d'ailleurs, c'est son dernier film, puisqu'elle a plus rien tourné par la suite. Et pour les nouvelles têtes, on a Suzanne Schwang et Sean Christian, dont les carrières sont jalonnées de séries et de peu de films. Du coup, c'est peut-être pour ça que le film n'a pas coûté cher. C'est parce que le casting était pas onéreux. Au fur et à mesure des films, la saga Tremors devient vraiment un plaisir coupable. Hein. Parce que même si les films sont de plus en plus mauvais, c'est toujours sympa de voir des mecs se faire gober par des vers géants, des coqs mutants, ou des oiseaux pétomanes dans le cas présent. Quelle connerie. Bon allez, on en a fini avec Tremors 3, mais par contre la saison ne fait que commencer. Et la semaine prochaine, on verra ce que le cinéma français peut nous donner de meilleur lorsqu'on lui donne sa chance. Et un budget beaucoup trop serré. Sinon, je pense à ça, si jamais vous voulez être équipé comme moi pour l'été, n'hésitez pas à aller sur notre magasin en ligne. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à en profiter, les frais de port sont offerts pendant 2 semaines. Et sinon, en attendant la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur Monstre de Twitch. Sur Twitch.